à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous sommes très très heureux d'organiser avec la collaboration de deux personnes. Alors, je vous laisse arriver. On va s'installer tranquillement pour passer 1 heure à vous présenter plein de jeux. Donc, je vous laisse vous installer. Je vais vous expliquer le principe de ce webinaire chez Didacto. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble. Vous allez avoir la possibilité de nous voir, de nous écouter. Vous pouvez activer les sous-titres. En bas de l'écran, il y a affiché les sous-titres. Normalement, vous pouvez les activer. Nous allons enregistrer ce webinaire, ce qui permettra, si vous devez partir avant ou un problème technique, de le revoir, de le diffuser, de le partager avec d'autres personnes, et nous ferons aussi un petit catalogue. Donc, comme vous avez été inscrit à ce webinaire, nous avons vos coordonnées et nous allons pouvoir vous envoyer le lien du replay et le catalogue. Donc, questions-réponses. En bas de l'écran, il y a un QR. Vous pouvez cliquer dessus et m'écrire des petites questions. Donc, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, écrivez à cet endroit-là. Je les lirai et en fonction de la question, soit j'interviens et je pose la question en direct à l'interlocuteur ou je garde la question pour la fin de ce webinaire. On a déjà des petits coucous. Il y en a qui ont compris le coup pour la question-réponse. Donc, je pense qu'on va commencer assez rapidement. On va faire une présentation par Étienne Prévost de Didacto, puis Sarah et Benoît qui vont se présenter. Je passe la parole à Étienne. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire. On est ravis de vous voir si nombreux. Donc moi je suis Étienne et je dirige Didacto. Nous allons aborder ensemble donc cette une première approche des bienfaits du jeu de société pour les personnes en situation de handicap et une présentation d'un certain nombre de jeux ou surtout de types de jeux adaptés à ces publics. Donc je vous le dis tout de suite, on a un programme très chargé, on a dit 1 heure, peut-être qu'on débordera un tout petit peu, mais les habitués savent qu'on a parfois du mal à tenir un peu le timing. Pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? Parce que quand on est avec une différence ou quand on devient handicapé durant sa vie, on ne perd pas simplement un sens, le toucher, la vue, l'ouïe ou la marche. On perd aussi souvent l'accès à de nombreux loisirs et ces loisirs, évidemment, ça fait un peu le sel de la vie. C'est indispensable à notre équilibre, c'est indispensable pour nous cultiver, pour nous détendre et aussi pour créer du lien et des interactions sociales. De quoi on va parler? Parce que le handicap, c'est très large et on a eu pas mal d'interrogations avant le webinaire. Donc, on va évoquer un certain nombre de handicaps physiques, comme par exemple la malvoyance, des handicaps intellectuels, dont ceux dont peuvent souffrir un certain nombre de personnes âgées avec troubles cognitifs ou des enfants, des jeunes atteints de TDAH. On va essayer d'être aussi large que possible. Et pour ça, on sera accompagné de deux invités, allez, exceptionnels, on peut le dire. Donc, Sarah Favaron, qui dirige le studio Access Plus Plasmodé, et Benoît Tonnelier de l'association Accessi-Jeux, qui sont tous deux éditeurs de jeux adaptés à un public en situation de handicap. Donc, merci beaucoup à eux d'être là aujourd'hui et je suis sûr que ça va être passionnant. Alors, comment ça va se dérouler cette heure? Je vais d'abord me permettre de vous présenter Didacto très rapidement. Peut-être certains d'entre vous nous découvre-t-il à l'occasion de ce webinaire. Je ferai ensuite un premier éclairage sur l'intérêt d'utiliser le jeu de société pour des personnes en situation de handicap. Et puis, à ce moment-là, on détaillera avec Sarah et Benoît le travail de leur structure et les jeux qu'ils éditent. Et dans une seconde partie, on abordera la façon d'adapter des jeux de société classiques pour un public qui, lui, évidemment, ne l'est pas. Et enfin, donc, comme l'a dit Sabine, on aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas en particulier à solliciter Benoît et Sarah, qui sont des experts. Voilà. Allez, Didacto en quelques mots. Didacto, qu'est-ce qu'on fait? Didacto, c'est deux structures. Il y a deux sites internet. Il y a berous.com spécialisé sur les jeux et jouets pour les 0-3 ans, et didacto.com spécialisé sur les jeux et jouets pour les 3-12 ans. De toute façon, sur les jeux, pardon, pour les 3-12 ans, chez Didacto, on ne fait pas de jouets. De toute façon, on s'adresse essentiellement chez Didacto et Berous
aux professionnels. Notre cible et nos partenaires, ce sont les professionnels qui sont amenés à utiliser le jeu dans le cadre de leur activité professionnelle quotidienne, c'est-à-dire d'abord les crèches, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, tout le système péri-parascolaire, les ludothèques, les médiathèques, un certain nombre de professionnels de santé, des EHPAD, des psychomotriciens, des orthophonistes, etc. Donc ça, c'est notre ADN et notre vision quand on sélectionne un jeu, à qui il peut servir dans son activité pro. Donc on propose plusieurs milliers de produits et on est à votre disposition pour vos besoins, pour réfléchir ensemble à vos besoins ludiques ou ludo-éducatifs, pour travailler sur des devis, vous aider à sélectionner les meilleurs jeux, etc. Voilà, je ferme la parenthèse didacto et on démarre sur le thème du jour. Donc une première catégorie dont on souhaitait parler pour commencer, ce sont des jeux un peu en mode mets-toi à ma place. C'est-à-dire des jeux qui s'efforcent de demander aux valides de tenter de se mettre à la place de personnes en situation de handicap. Donc on peut citer en particulier Feelings Malvoyance, par exemple, je l'ai là, et je crois que Sabine l'a aussi, Feelings Malvoyance, avec des cartes où à chaque manche, on découvre une situation en lien avec la malvoyance. Et chaque participant choisit secrètement l'émotion qu'il ressentirait dans cette situation parmi les 6 disposés autour du plateau. Et puis chacun tente de deviner l'émotion sélectionnée par un autre joueur. Donc par exemple, attendez, je vais peut-être vous donner un ou deux exemples. Tout simplement, c'est pas forcément des situations de handicap, mais on dit tu déménages dans quelques mois. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça crée chez toi comme type d'émotion? Est-ce que ça crée de la joie? Est-ce que ça crée de l'anxiété? Quel type de problème ça va générer? Si tu prévois tes courses 3 semaines à l'avance, tu bénéficies d'un service de transport adapté. Alors c'est formidable, mais peut-être que la personne va dire, moi vous êtes gentil, j'ai pas besoin d'un service de transport adapté, je vais faire comme tout le monde, etc., etc. Voilà. On peut vous montrer aussi un jeu de l'éditeur Acros qui s'appelle Inclusion sociale avec des cartes. Il est là aussi. Tic. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les cartes que j'ai mises sur la table à côté de ma main. Oui, Euh, on voit les cartes et je mets l'écran. des cartes qui proposent des situations en lien avec le handicap pour faire réfléchir et pour faire dialoguer. Qu'est-ce que ça évoque sur vous, qu'est-ce que ça évoque chez vous, ces situations, à chaque fois, avec des thèmes d'inclusivité diverses et variés. Voilà. Euh, alors, il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres, comme par exemple Andy Poursuite, que vous connaissez peut-être. On ne les fait pas tous, mais plus simplement, on n'est pas forcément pour pousser à des achats à outrance. On peut aussi mettre en place des exercices pour permettre aux valides de se mettre un instant dans une situation de handicap, ce qui se révèle en général assez déstabilisant. On peut faire un atelier avec des masques ou des casques atténuateurs de bruit. On peut, pour simuler le trouble du spectre autistique, un parcours avec des sons de l'environnement qui sont amplifiés. On peut, pour simuler un handicap intellectuel, faire un exercice de maths avec une perturbation sonore. On peut, pour simuler la dyspraxie, faire une dictée avec la main gauche si on est droitier. Voilà. Donc, quelques exemples autour de cette catégorie. Mets-toi à ma place, on va l'appeler comme ça. C'est pas une catégorie anecdotique, mais on n'est quand même pas au cœur du sujet. Maintenant, si on revient spécifiquement au public en situation de handicap, faisons un tour rapide des bienfaits du jeu de société. Ces bienfaits, ils sont connus, hein, je vais rien révéler de très, très fantastique. On a des bienfaits cognitifs, de stimulation de la mémoire, de développement de la logique et du raisonnement, prise de décision, étude du lien entre causes et conséquences, d'amélioration évidemment de la concentration et de l'attention, entre autres avec des jeux de discrimination visuelle. On a aussi des bienfaits sociaux et émotionnels, d'encouragement à la communication et à l'interaction sociale, de renforcement de la confiance en soi et de l'autonomie, de gestion des émotions, d'apprentissage de la frustration, apprendre à perdre, à attendre son tour, etc., etc. Alors, quels sont les jeux de société les plus adaptés dans ce cadre-là? Déjà, vous aurez remarqué que de plus en plus de jeux présentent des adaptations spécifiques pour les personnes malvoyantes. Alors, il y a des jeux avec du braille, même si ce n'est pas la panacée. Benoît, tout à l'heure, nous expliquera pourquoi. Et puis, il y a de plus en plus de jeux, et ça, c'est quand même une très bonne chose, avec des repères tactiles, des petits pictos, ou un travail sur les contrastes pour les personnes malvoyantes ou daltoniennes.
Et le niveau au-dessus, bien entendu, ce sont des jeux spécialement adaptés, spécialement créés pour un public avec handicap, et c'est donc une des missions d'Access Plus et d'Access Jeux. Donc Sarah et Benoît, bienvenue à vous dans ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos deux structures, votre mission, votre démarche, et nous présenter les produits que vous avez édités? Sarah, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Et bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci Étienne pour cette opportunité de discuter de ce sujet qui prend de plus en plus de place et on en est heureux, du jeu à destination des publics en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Donc je m'appelle Sarah, je suis directrice du studio Access Plus chez Asmodée. Pour resituer rapidement, Asmodée est un éditeur et distributeur de jeux de société international. Donc on propose 300 à 350 nouveaux jeux par an et on distribue dans 29 pays. Il y a quelques années, depuis 2018, Asmodée finance de la recherche scientifique autour du jeu de société. Et l'une de ces études s'interrogeait sur les bienfaits du jeu de société pour les personnes qui ont des troubles cognitifs. Et en fait, les résultats que nous avons obtenus de cette étude étaient très très bons, et même beaucoup mieux que ce que nous, on avait pu espérer. C'est-à-dire que c'est un professeur en psychiatrie au CHU à Nice qui a adapté les jeux de société pour les rendre accessibles à son public qui souffrait majoritairement de troubles liés à Alzheimer et aux pathologies assimilées. Et en fait, les joueurs ont vraiment beaucoup aimé pouvoir faire du jeu de société. Ça leur a donné quelque chose, enfin un moment de loisir très positif dans leur journée. Mais les familles et les soignants, les aidants, les proches, eux aussi ont trouvé que c'était une super activité. Parce que finalement, quand on a un proche atteint de démence ou d'une maladie cognitive comme celle-ci, et une fois qu'on a fait toutes les démarches et bah, finalement de médication, les rendez-vous chez le médecin, l'administratif et tout le reste, ben, il ne nous reste plus grand-chose à partager avec son proche si la maladie dont il est atteint est un petit peu sévère. Et du coup, le jeu de société permettait de recréer ce lien, donc quelque chose de très positif. Et c'est pour ça que nous, chez Asmodée, on s'est dit, ben, il y a l'air d'avoir un vrai besoin. Et donc, on a poussé cette étude sur l'ensemble des troubles cognitifs et les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les résultats étaient très bons. Et c'est ainsi qu'est née la gamme Access Plus. Voilà. Donc, on fait des adaptations de jeux de société que vous connaissez sans doute tous, donc Dobble, Dixit, Timeline, Cortex, pour les rendre accessibles aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Derrière troubles cognitifs, on met du coup tout ce qui est troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, les troubles 10, le spectre autistique, le TDAH, ce genre de pathologie-là. Chez le senior, c'est tout ce qui est la neurodégénérescence, c'est quand on commence à perdre la mémoire, l'attention, la planification, Alzheimer, Parkinson, les pathologies assimilées, etc. Et puis, j'ai découvert après coup qu'ils étaient utilisés aussi dans les hôpitaux, notamment dans les services post-AVC, parce qu'après ce genre d'accident, ce sont souvent les fonctions du cerveau qui sont touchées, et donc ces jeux permettent la remédiation, enfin sont utilisés dans le cadre de remédiation. Voilà, donc nous, moi je travaille aujourd'hui avec 22 personnes qui sont des médecins, des spécialistes de la santé, du jeu, de l'éducation adaptée. Et ensemble, on sélectionne un jeu qui nous paraît pertinent pour les fonctions cognitives qu'il sollicite, pour l'adaptabilité dont il peut faire preuve, et puis un petit peu aussi pour sa notoriété. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Du coup, avec ces critères-là, on sélectionne des jeux. Ensuite, on les teste auprès de nos publics. Donc, on a du coup une vingtaine d'établissements tests à travers le monde. Donc, en France majoritairement, au Canada et en Corée, parce que ce sont deux pays qui sont très avancés sur ces questions-là. Et puis, également en Angleterre, dans un centre spécialisé sur l'autisme, l'étude des troubles de l'autisme. Donc on repère toutes les difficultés que nos publics peuvent rencontrer avec le jeu original. On propose des adaptations, on fait des prototypes et puis ensuite c'est un système de va-et-vient. On les teste, on voit s'il y a encore des difficultés, si ça fonctionne, si ça marche pas, si on a gardé l'essence du jeu ou pas. Et puis dès que le jeu
fonctionne correctement, on peut le passer en production à grande échelle. Donc quand ils arrivent sur le marché, ils ont déjà été testés. Et moi, généralement, j'ai passé 2 ans à travailler dessus avant qu'ils puissent voir le jour. Donc, voilà pour notre gamme. Actuellement, on a 4 jeux, Double, du coup, Dixit, Timeline et Cortex. Et puis l'idée, c'est d'en sortir un à peu près tous les 2 ans, voilà, en fonction du temps de développement. Voilà ça. J'ai montré sur le site de Didacto les 4 boîtes que tu viens de citer. Alors, si je peux intervenir, Sabine, je peux dire un Bien truc? Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est juste pour mettre un petit point sur les différents jeux. Par exemple, le Dixit Universe Access Plus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Sa grande particularité, par exemple, c'est qu'on joue avec seulement 9 cartes images dans une partie. On change ensuite de mots, mais en laissant les illustrations. C'est-à-dire, c'est une mécanique qui permet de ne pas désorienter les joueurs avec trop d'informations nouvelles. Vous C'est confirmez, exactement Sarah? ça. Ouais. En fait, ce qui était difficile, je ne sais pas si vous connaissez tous le jeu Dixit original. L'idée, c'est qu'on a des cartes en main et une des personnes est conteuse, donc choisit une carte, la met face cachée, donne un indice. Et ensuite, tout le monde doit choisir une carte de sa main qui se rapproche de l'indice qui a été donné. Et ensuite, on retourne toutes les cartes et l'objectif est de trouver la carte originale du compteur. Ça mettait notre public en difficulté sur différents points. Donc, ils n'ont pas tous des difficultés sur la même chose. Il faut savoir que chaque personne est unique et quand on parle de pathologie, on ne réagit pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous les mêmes capacités développées ou préservées. Donc, ce que je vous dis, il faut le prendre vraiment au sens large et se dire que c'est quelque chose de global, mais je ne suis pas en train d'associer spécifiquement une difficulté à une personne ou à une pathologie, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais globalement, dans les difficultés qu'on a rencontrées en faisant tester le jeu original à nos publics, il y avait un point qui était très important, c'était qu'il était difficile d'inventer un indice. Ça, c'est loin d'être évident pour tout le monde. Généralement, ça crée des blocages. Il y avait le système de comptage de points de Dixit qui est assez complexe et qui avait tendance à perdre nos joueurs. La dernière chose, c'est que parfois, avec nos publics les plus âgés, ils oubliaient quelle carte ils avaient joué. Et donc là, ça cassait la mécanique du jeu. Notre objectif à nous, c'est vraiment que les personnes, quelle que soit leur capacité préservée ou leur sensibilité, elles puissent être un joueur autonome autour de la table. Et je pense que Benoît me rejoindra sur ce sujet. L'idée, c'est pas de dire on fait des jeux où une personne qui a un besoin spécifique ou qui a un handicap particulier puisse s'intégrer si les autres sont là pour l'aider. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment que la personne autour de la table, elle soit joueuse au même titre que les autres. Donc il faut qu'elle soit capable de compter ses points comme les autres. Il faut qu'elle soit capable de s'approprier la règle, de la comprendre. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé ce système de comptage de points qui est trop compliqué pour le remplacer par un système de jetons où chacun prend un jeton quand sa réponse correspond. Et on a fait en sorte, donc je peux vous les montrer ici si vous voulez, sauf si tu as la grande image Sabine, mais l'idée c'est que toutes les cartes sont sur le plateau et tout le monde a les mêmes 9 cartes images en face de soi. Et ensuite on met un mot indice. Par exemple celui-ci, hop là, mystère, sur le plateau, vous voyez en haut. Et donc, chacun avec ses cartes votes, donc les cartes votes représentent les 9 emplacements du plateau, les 9 cartes images. Il faut choisir 3 images qui nous font le plus penser au mot indice qui a été donné directement par la carte. Et l'objectif est de voter pour les mêmes que ses adversaires. Et c'est en ayant les mêmes cartes, en ayant choisi les mêmes images que ses adversaires qu'on gagne des points. Il y a également une version coopérative où là, l'idée, c'est que la carte mot est accompagnée d'un petit symbole et en fait, on regarde les images, on se met tous d'accord pour choisir les cartes qui nous font penser au mot. Et ensuite, au dos de la carte, on a ici les petits symboles et donc si on retrouve le même que sur la carte originale, toute l'équipe gagne un point. Voilà le principe. Donc l'idée de celui-ci, c'est vraiment d'encourager le discours, le dialogue, le débat, de faire du lien entre les images et les mots. Voilà, on parle de planification, on parle de lien social. L'idée, c'est de créer de la complicité et d'en discuter tous ensemble. Alors moi j'avais bien aimé aussi le Double Access Plus, hein.
Oui, avec les cartes qui passent je crois, de 7 cm et demi à plus de 11 cm, donc ce qui est une grande amélioration parce qu'il faut aussi penser à la préemption des pièces du jeu. Et puis aussi des cartes qui comportent moins de dessins, par exemple, non? exactement. Donc les cartes, effectivement, elles sont plus grandes, elles sont aussi plus épaisses, c'est plus facile à manipuler. Quand on a un Parkinson ou une dyspraxie ou qu'on est un petit peu actif, même si on se jette un peu sur les cartes, elles sont beaucoup plus solides et même si on les plie, elles reviendront toujours à leur forme originale. Ça, c'est valable pour toutes les cartes de tous les jeux. Mais effectivement, ce qu'on a changé, en fait, le double, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, pardon, vous avez une carte au milieu et chaque personne a une carte. Et l'objectif, c'est d'être le premier à trouver le symbole en commun entre votre carte à vous et la carte qui est au milieu. Donc ici, moi, mon symbole commun, c'est le trèfle. Si je suis la première à m'en rendre compte, je prends la carte du milieu, je la mets par-dessus la mienne, ça devient ma nouvelle carte. Et quand il n'y a plus de carte au milieu, la personne qui en a ramassé le plus a gagné la partie. Et Le on va jeu en en parler. lui-même est... Une très bonne façon de travailler à ce moment-là, souvent ce que les gens font, me semble-t-il, c'est d'enlever le côté la première personne à repérer, parce qu'à ce moment-là, c'est souvent toujours un peu le même qui va trouver. Donc on travaille chacun à son tour plutôt qu'en mode compétitif. C'est exactement ça. Mais c'est un petit peu ça peut être, un petit peu frustrant, pour les joueurs, ce qu'on peut, tout à fait comprendre, même si c'est une très bonne façon d'adapter, par soi-même. Ce qu'on a voulu proposer nous, c'est, une version déjà plus lisible, donc plus facile à manipuler et également 3 niveaux de difficulté. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le Dobble, c'est un très bon jeu. Il est connu par beaucoup d'enfants et donc quand on parle du Dobble ou quand on joue au Dobble, tout de suite, il y a des liens qui se créent, intergénérationnels ou entre les enfants assez facilement parce que tout le monde connaît et on trouvait du coup dommage que, un certain public en soit, privé. Mais pour pouvoir jouer au double tous ensemble, en fait, ce qui se passe quand on a un trouble cognitif, c'est souvent qu'il y a une surcharge cognitive qui se crée face à la quantité d'informations qu'il est difficile pour nous de hiérarchiser. Donc pour pallier ça, on propose un premier mode difficulté où il n'y a que 4 symboles. Généralement, on y joue tout seul. Ça veut dire qu'on prend le temps de bien comprendre la règle du jeu, le geste à faire, comment on fait, comment on se comporte, sur quoi on doit se concentrer. Et une fois que ça c'est fait, donc là vous voyez, il n'y a que 4 symboles. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut passer au niveau 2 où il y a 5 symboles et puis commencer à jouer ensuite avec ses amis et sa famille au niveau 3 où il y a 6 symboles. Dans le jeu original, il y en a 8. On se rend compte, alors avec les seniors, c'est plus compliqué, mais c'est plus lié au problème de vue parce que les cartes sont trop petites. Mais avec les enfants, on se rend compte que quand on a passé un peu de temps sur la version Access Plus, on peut revenir à la version classique ensuite, puisqu'on a appris à hiérarchiser les informations. On voit déjà quelle est la mécanique à mettre en place et ce qu'il faut faire. Et du coup, ça permet comme ça de recréer du lien. Moi, une histoire qui m'avait beaucoup touchée avec un enfant en classe Ulysse, sur les premiers tests qui m'avait dit mes frères, ils veulent pas que je joue avec eux parce que j'abîme les cartes, puis de toute façon, je perds tout le temps. Et donc, on avait joué ensemble à la version Access Plus avec ses camarades en classe Ulysse, etc. Et au bout de quelques mois, il m'avait dit j'ai essayé de jouer au jeu classique avec mes frères et j'ai réussi et j'ai gagné. Donc ça, c'était trop fort. Donc, on est très heureux de voir que voilà, ça peut fonctionner comme ça. Finalement, entre le double classique et la personne, il manquait juste quelques petites marches pour arriver à retourner au jeu classique et c'est ce qu'on essaie de faire avec les jeux Access Plus. Merci beaucoup, Sarah. Moi, je trouve ça important aussi quand même de saluer l'intérêt porté par Asmodée, qui est souvent présenté comme espèce de grand méchant loup de grande société capitaliste du secteur du jeu. L'intérêt que porte Asmodée donc à ces questions d'accessibilité du jeu au plus grand nombre, d'autant que je crois, Sarah, les bénéfices de Access Plus sont reversés, non? C'est ça. En fait, Access Plus ne fait pas partie du même écosystème que les autres studios de Asmodée. On est à part, on est dans le département philanthropique RSE. Donc c'est vraiment, c'est mon manager et moi qui avons pu mettre ça en place à l'époque. Ce sont des jeux sur lesquels il n'y a pas d'attente business dessus, marché. Voilà, c'est vraiment une volonté qu'Asmodée a de rendre ces jeux plus accessibles à tout le monde. On les vend, on essaie de les vendre pas cher parce qu'il y a quand même beaucoup de travail dessus. C'est des jeux qui sont fabriqués en France sans plastique. Donc on fait peu de bénéfices, mais s'il nous reste de l'argent à la fin de l'année, on fait une donation à une association qui s'appelle UNAFAM, qui aide les personnes qui ont un proche avec une maladie psychique à la maison. Voilà, bah c'est top. Et il y a aussi donc plein d'autres
jeux au catalogue Asmodée qui pourraient faire l'objet d'adaptation Access Plus, comme le Chromino ou les Brainbox, par exemple, mais peut-être que vous êtes d'ores et déjà à fond dessus. Tout à fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sarah. Benoît, est-ce que tu peux nous présenter Accessi Jeux? Ouais, bien sûr. Accessi c'est une association qui a maintenant 10 ans cette année. En fait, les 10 ans, enfin. Voilà. Je pensais pas arriver jusque-là. Qui a été créée donc, il y a 10 ans par Xavier, qui est donc le président de l'association encore, qui était joueur et voulait faire des jeux de société. Il perdait la vue et donc il s'est dit comment je vais faire et qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire, je vais créer une association pour s'occuper de ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire une boutique? Est-ce que je vais être éditeur? Est-ce que je vais être ludothèque? Est-ce que je vais... Et en fait, globalement, on fait tout ça, nous. Donc, on est une ludothèque à Paris. On est éditeur de jeux de société, on en parlera tout à l'heure. On est aussi boutique en ligne où on vend nos jeux qu'on adapte nous-mêmes. Et on fait aussi de la formation auprès des professionnels, on fait de la sensibilisation au handicap par le jeu. Voilà, donc on fait un peu tout ça. Donc on fait un peu de tout, mais on fait ça bien, quoi. Et donc la spécificité de base, c'est le handicap visuel, parce que Xavier donc perdait la vue au fur et à mesure. Après, nous, du fait de la présence d'une ludothèque chez nous, on a de plus en plus de groupes qui viennent à l'aide de texte sur d'autres pathologies, le handicap moteur, le handicap physique, enfin, voilà. Mais la spécificité de base de l'aide de texte, c'est le handicap visuel. Donc voilà tout ce qu'on fait. Nous, on a à la ludothèque plus de 500 jeux adaptés aux déficients visuels. Donc ça, c'est des jeux que nous, on adapte. On prend du matériel, on prend les jeux édités dans le commerce et on rajoute du matériel, des aimants, des stickers, des choses comme ça pour les rendre accessibles aux déficients visuels. Donc on les modifie, on modifie le matériel, on modifie très rarement la règle, mais voilà, on adapte surtout avec des stickers. Les stickers sont en relief, pas spécialement du braille, parce que comme je le dis constamment, il y a environ 2 millions de déficients visuels en France, et il y en a entre 10 et 15% qui lisent le braille. Donc le braille n'est vraiment pas la solution ultime, ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'en fait, on perd la vue avec l'âge, et quand on perd la vue à un certain âge, n'apprend pas le braille. Donc tous nos jeux sont du braille. S'ils ont du braille, le braille est en plus, il n'est pas indispensable au jeu. Voilà. Donc voilà, donc on adapte, comme je dis toute l'année, on adapte sur l'année, ça doit faire un jeu par semaine, une cinquantaine de jeux dans l'année qu'on adapte, de nouveaux jeux qui sortent, voilà. Et sur ces jeux-là, nous, il y en a quelques-uns qu'on met sur notre site internet, qu'on propose à adapter, mais c'est des jeux, c'est un service qu'on propose à nos bénéficiaires et à nos adhérents, et même aux non-adhérents d'ailleurs, où on vend les jeux à 0 € de marge, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de marge du tout. L'idée, c'est le marge que feraient les boutiques, tout ça, on le remet dans l'adaptation des jeux. Donc l'adaptation, les stickers et tout ça, et en fait, on vend juste les jeux pour rendre un service aux gens. Mais ça, c'est une gamme de jeux. Et à côté, on a créé depuis maintenant 2018 une gamme de jeux qui s'appelle Accessi Games, qui eux sont des jeux que l'on réédite et qui eux sont proposés partout, voilà, chez Didacto, partout. Qui est une gamme de jeux que nous, on réédite directement accessible aux déficients visuels et aux malentendants, parce que sur nos boîtes de jeux, il y a les règles en langue des signes au dos, avec un QR code qui ramène vers une vidéo en langue des signes. Donc, on a dans cette gamme de jeux sorti maintenant 4 jeux. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est 4 jeux-là qui sont directement réimprimés, ressortis en version Access. Ouais. Donc le premier qui est sorti, c'était... Alors il y en a eu un premier avant, mais qui était un premier tirage. Le premier qui est sorti, c'est Mo Access, donc qui lui est une réédition du jeu Mo, qui est un jeu où on doit ordonner des chiffres dans l'ordre de 0 à 16 et où on doit éviter de ramasser des mouches dessus. La différence, c'était qu'avant, c'était un jeu de cartes. Et là, nous, on en a fait des tuiles, donc qui sont plus facilement manipulables. Elles se mettent dans l'ordre, enfin, elles s'ordonnent plus facilement. Pour les manipuler, pour les non-voyants, c'est beaucoup plus simple. Elles sont, voilà, on voit la petite image là, elles sont dessus, il y a le chiffre en braille, mais aussi en relief, parce que justement, comme je vous le disais, il n'y a pas assez de personnes qui lisent le braille. Donc la personne non-voyante peut soit le lire le chiffre en relief, soit lire les petites, le braille en haut.
Et puis, il y a des petites mouches qui sont les points de victoire, enfin, des points de défaite, puisqu'il ne faut pas en prendre, qui sont aussi en relief. Donc voilà. Donc ça, c'était notre premier jeu qui est sorti. Voilà. Et après, ensuite, on a sorti Quarto, donc le grand classique. Maintenant, on dit qu'il avait fêté ses 30 ans, mais maintenant, on est plus proche des 32 ou 33 ans. Qui donc, lui, était un de nos best-sellers qu'on adaptait. C'est-à-dire que constamment, les gens nous demandaient d'adapter des quartos. Et donc, on a été voir Gigamic pour leur dire, ah, mais nos quartos, on en fait beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on ne le ferait pas une édition commune de quartos? Et donc, on a réédité Quarto en version Access. Donc, bah, les différences, c'est qu'il y a des aimants. Alors là, on ne voit pas très bien, mais il y a des aimants sur le plateau. Donc, ça évite que les pièces bougent. Et on a enlevé les couleurs. Avant, il y avait deux couleurs, noir et blanc. Maintenant, il y a que du blanc, mais par contre, il y a une petite rainure sur certaines pièces et d'autres n'en ont pas. Dans la version originale, il y avait une rainure sur toutes les pièces. Là, on a mis deux rainures, enfin rainure ou pas de rainure. Donc voilà. Celui-là aussi, un très très bon outil de sensibilisation. Tu en parlais tout à l'heure, Étienne, d'outils pour sensibiliser comme Feeling Marvelous, choses comme ça, de sensibilisation au handicap. Dans la boîte du jeu, il y a deux masques. Et nous, on l'utilise énormément, ce jeu, comme outil de sensibilisation au handicap. Le fait de jouer à ce jeu à l'aveugle est vraiment une expérience totalement différente. Et donc, on le propose, on fait vraiment beaucoup jouer en termes de sensibilisation auprès des enfants ou même des adultes, sensibiliser au handicap par le jeu. Les autres jeux que l'on propose, nous, c'est plutôt pour qu'un voyant se mette autour de la table, un non-voyant et un voyant se mettent autour de la table et tout le monde joue ensemble. Là, celui-là a vraiment aussi un côté très sensibilisation, quoi. Hop, j'ai un petit souci. Ah, c'est bon. Voilà, mon écran s'est mis en veille. Génial. Voilà, donc ça, c'était nos deux premiers jeux. Ensuite, on a cherché, on nous demandait depuis très longtemps un jeu de loto et des jeux de Sudoku. Bon, on a fait un mélange des deux. Lucky Numbers, Tiki Edition cherchait à faire une version deluxe de ce jeu-là. Donc, vraiment un mélange entre loto et un Sudoku, hein. Et nous, on voulait faire une version Access de ce jeu-là. Donc, on a été les voir. Ils nous ont dit, bah, si on faisait la version Deluxe, directement accessible. Donc, on a fait cette version. C'est la version que voulait faire l'éditeur en version Deluxe. Et nous, c'est la version qu'on voulait faire en version accessible. Donc, tout est regroupé en un seul. Le plateau est un peu plus grand que le jeu original. Il est une fois et demie plus grand. Les tuiles sont pareilles, elles sont sur une double couche, donc elles ne bougent pas quand on les pose sur le plateau. On voit peut-être un peu ouais, on voit un peu la double couche, voilà. Donc ça fait que les pièces ne bougent pas quand on les pose. Et elles sont en relief, donc les chiffres sont toujours en relief et en braille au-dessus pour les braillistes. Voilà. Donc ça marche très 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 bien. Bien sûr, dans tous nos jeux, j'ai obligé de le préciser, mais au dos de nos jeux, donc il y a un QR code qui ramène vers la règle en langue des signes, mais aussi en audio, pour bien sûr les non-voyants qui puissent écouter les règles de leur côté. Donc voilà. Et on a un petit dernier qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui était TMC, un jeu de quiz. Donc un jeu où on pose des questions aux non-voyants. Et la version originale, le non-voyant pouvait bien sûr répondre aux questions, mais maintenant on avait fait une application donc, qui permet lui aussi de poser les questions. Donc comme ça, il participe des deux côtés du jeu. Donc voilà tous nos quatre jeux qui sont sortis dans la gamme Access eGames. Et après, bon, plein d'autres choses quoi, derrière. Oui, parce que ce que tu nous disais tout à l'heure, Benoît, c'est que pour TTMC, on peut très bien, un non-voyant peut très bien jouer avec des voyants, on lui pose les questions, etc. Mais en revanche, il n'était pas en capacité, lui, de poser la question. Et Tout tout à fait, ouais. l'intérêt, c'est qu'il puisse avoir l'expérience de l'ensemble des postures en jeu dans ce jeu. C'est ça. Euh, Il a pas le sentiment d'être exclu d'une partie du jeu. Il participe dans toute l'intégralité du jeu. Il peut déplacer son pion sur le plateau parce que le plateau est en relief et creusé. Donc, ça permet aux joueurs, même aux non-voyants, de prendre son pion et de dire, bah non, mais même si je suis dans une équipe, parce que le TTMC se joue en équipe, c'est pas moi qui déplace c'est pas toujours la même personne qui déplace le pion. Je peux participer au déplacement du pion et je peux poser la question. Grâce à mon téléphone, je vais scanner une petite puce NFC qui va lire une question. Et du coup, je vais aussi participer à la partie je pose la question. ok, super. C'est quoi vos prochains projets, Benoît?
Alors, les éditions sont un petit peu en pause actuellement parce qu'on a un énorme projet de déménagement. Je parlais tout à l'heure que nous avions une petite ludothèque de 40 mètres carrés. On va passer à une ludothèque de 350 mètres carrés. Alors, on me demande le nom, Benoît. De la ludothèque? Oui, La ludothèque Accessi-Jeux. merci. Voilà. Et on a Dans un le gros 12e projet. Et arrondissement, ça, maintenant? Dans le c'est 12e? dans le 12e, on sera pareil dans le 12e, et ça sera une ludothèque accessible à tous les handicaps. C'est-à-dire qu'on est en train d'imaginer, de travailler avec des professionnels sur différents handicaps. Donc, il y aura des repères tactiles, des bandes sonores, des plans en relief, des zones avec des règles en falque, des zones calmes, des zones avec des lumières tamisées, de la gestion de la lumière. Enfin, voilà. Plein de choses pour que on puisse rendre une ludothèque le plus accessible au plus de personnes possible. Actuellement, dans notre ludothèque, on a que du jeu de société, on fait que du jeu à règles, on fait pas du tout de partie enfant. Là, on aura aussi tout un espace pour l'enfance et petite enfance. Mais c'est Avec bien génial, sûr ça. la gestion des espaces pour les parents handicapés avec enfants valides et inversement. Enfin voilà. On a aussi une zone pour les chiens. Enfin voilà. On imagine plein de choses pour que le jeu soit accessible, pour qu'une ludothèque soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc pour l'instant, la partie édition de jeux de société est en pause parce qu'on a ça à gérer avant. Bon, bah, c'est top. Merci pour ce. Moi, je prends ça comme un scoop, hein. Voilà, cette annonce. Je pense que ça Ouais, intéressera plein de monde parmi ceux qui nous regardent. Donc, merci à tous les deux pour cette présentation. Vous restez avec nous et vous continuez à intervenir, évidemment, si, si. lorsque vous l'estimez utile. Et en particulier, Sarah, tu nous parleras tout à l'heure d'un livre blanc que vous allez bientôt sortir. On continue avec la partie suivante pour réfléchir à la façon d'adapter des jeux de société plus classiques euh, euh, pour des populations à besoins spécifiques. Donc des jeux qui ne sont pas à l'origine, comme on vient de le voir, déjà adaptés en quelque sorte. Donc je vais me permettre de vous proposer une petite méthode en 5 points sur comment procéder pour un atelier autour du jeu de société pour des personnes avec handicap. Donc, c'est des choses évidemment que la plupart d'entre vous connaissent par cœur, hein, ça n'a rien là aussi de révolutionnaire. Le premier point, se poser la question du profil des participants. Est-ce qu'on est sur une déficience intellectuelle légère ou profonde? Est-ce qu'on est sur des troubles moteurs? Le deuxième point, c'est quels objectifs on poursuit. De la stimulation cognitive, du renforcement des interactions sociales, la gestion des émotions, la motricité fine, etc. Troisièmement, on s'assure évidemment d'une bonne adaptation de l'espace avec une table adaptée, un environnement calme pour éviter les distractions. Avant de choisir son jeu, quel type de règles du jeu on veut en prenant en compte la simplicité des règles ou la possibilité de les simplifier en limitant le nombre d'actions ou ce qu'on fait souvent, c'est d'enlever la limite de temps. La possibilité de gommer l'aspect compétitif, de privilégier la coopération pour ne pas mettre les plus jeunes en situation d'échec, comme on l'a vu tout à l'heure avec le double. On travaille aussi sur l'ergonomie des jeux. On a sorti ici un jeu avec des grandes cartes. Ça, c'est super enfin, les personnes âgées l'utilisent énormément. Les cartes font 20 cm sur 10 à peu près. Facilité de préemption, etc. Et le cinquième point, c'est est-ce que j'ai l'animateur qu'il faut pour expliquer et éventuellement répéter les règles, veiller à ce que chaque participant soit impliqué et trouve sa place, valoriser la réussite des joueurs, adapter le rythme en fonction des besoins du groupe, ajuster les règles en cas de difficulté et éventuellement aussi, ce qui peut être précieux, c'est d'associer un binôme de joueurs, un qui réussit mieux et un qui réussit un peu moins bien en cas de besoin d'assistance. Donc voilà, 5 règles simples pour la mise en place d'une séance. Ensuite, le choix des jeux. Alors, le choix est immense. Donc, on va surtout vous renvoyer vers des catégories du site en fonction de ce que vous voulez travailler. Par exemple, on propose de très nombreux jeux d'association avec toutes sortes de dominos et de lotos. Des dominos auditifs, des dominos des formes, des dominos des couleurs. Je vais vous montrer par exemple, j'ai ici le jeu To Team, qui est un jeu qu'on aime bien. Pardon, je me mets un petit peu tac, avec Je l'ai mis une sur autre l'écran. caméra. Le jeu To Team, en fait, c'est un jeu avec tout un tas d'objets, une radio, une poubelle, une bougie, une montre, un cookie, et des caractéristiques.
des caractéristiques de forme, des caractéristiques, et ça c'est plus original, de goût. Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est poivré, pimenté ou piquant? Quelle couleur ça a? Est-ce que ça sent mauvais? Encore la forme, encore la couleur, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, etc. Et il va falloir associer, c'est un jeu d'association, mais sur plein de petites caractéristiques différentes. Donc c'est un jeu qui fonctionne très bien pour les 3-6 ans, mais qu'on peut adapter pour des personnes plus âgées, y compris pour les personnes âgées, d'autant plus que le look des cartes est relativement neutre. Il ne fait pas bébé, ça fonctionne très bien avec des personnes âgées en EHPAD. On peut travailler également la mémoire pour des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs. On a une catégorie, évidemment. On a une catégorie sur le site, c'est important à noter. Jeux pour les seniors souffrant de troubles cognitifs. Donc, c'est tout un tas de jeux, y compris des jeux très, très simples dans le fonctionnement, mais avec un look qui n'est pas un look de bébé. On peut aller jusqu'à des imagiers, par exemple. Je reviens sur cela. Hop. On a un imagier, là, par exemple, qui est un imagier des fruits et légumes, qui fonctionne très bien, là aussi, pour des personnes souffrant de troubles cognitifs. Je Euh, contrôle sur le site. voilà, on peut aussi avoir des jeux un peu plus complexes. Je cite Alerte Disparition, par exemple, qui est un jeu où il y a 2 cartes similaires à chaque fois. On en enlève une d'un des ensembles de cartes. Ça fait que chaque carte est en 2, sauf une qui est en 1, et on retourne toutes les cartes les unes après les autres. Euh, euh, il faut se souvenir, réussir à trouver celle qu'on a vue qu'une seule fois. On a donc une catégorie, bien entendu, jeux de mémoire, qui est une sous-catégorie des jeux de société, avec plus de 100 jeux dedans, hein. Pour ce même type de handicap, ou plus généralement la déficience intellectuelle, on peut travailler sur l'encouragement et la structuration de la pensée, la prise de décision, même avec un puissance 4, par exemple, hein, un 4 en ligne, des jeux de parcours simples, comme des petits chevaux, échelle et serpent. Moi, j'ai animé un atelier avec le jeu 2 pommes, 3 pains. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un jeu très rigolo qui demande à chaque nouvelle carte de se reposer la question du lien de cause à effet entre ce qu'on voit et ce qu'on doit dire. Dans le jeu 2 pommes, 3 pains, il y a des pains, il y a des pommes et il y a des pommes de pain. Donc là, par exemple, j'ai 2 pommes, 3 pains et 2 pommes de pain. Donc en fait, chaque pomme de pain, c'est une pomme et 2 pains. Donc là, essayez de suivre, attention, soyez attentifs. Là, on aura au final 4 pommes et 7 pains. Voilà. Ça, un atelier avec des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui devaient essayer de se rappeler la règle à chaque fois, c'était pas évident. On a commencé juste avec les pommes et les pains classiques. Et après, les pommes de pain, parfois, il y avait des difficultés, mais ça les obligeait à chaque fois à essayer de trouver le lien et de se rappeler la règle. Ça fonctionnait bien. On a aussi une catégorie de jeux sensoriels qui sont des grands classiques. Excusez-moi, Étienne, je vais juste couper parce que j'ai plein de messages qui me demandent. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu le début du webinaire, en fait, comme vous êtes inscrit, vous allez recevoir d'ici quelques jours le lien du replay et le catalogue avec tous les jeux qu'on aura présentés. Donc, vous ne ratez rien. On vous envoie le replay avec l'ensemble du webinaire. Excusez-moi, à vous, Étienne. Ben non, bien sûr. Euh, je Je vous ai reprends fait sur les perdre. jeux sensoriels. Les jeux sensoriels avec une soixantaine de jeux, le loto des sons, le loto des odeurs, qui sont des grands classiques, des mémos, des poids ou des mémos des sons, des mémos tactiles, il y en a plusieurs. Dans cette catégorie, on a un petit coup de cœur pour Mysterium Kids, où avec un tambourin, on doit mimer des différents types de sons en tapant, en grattant, en frottant. Ça fait beaucoup travailler même l'imagination, en fait, et ça fait dialoguer. C'est vraiment un super jeu, tactile et sonore. Euh, on travaille beaucoup aussi, on peut travailler la catégorie de discrimination visuelle, et souvent, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en supprimant la notion de compétition et de rapidité. On a plus de 100 jeux dans ce cadre-là. Il y a une catégorie sur le site, hein, jeux de société et discrimination visuelle. Des grands classiques, le Lynx, Mon premier Lynx, Candy, Double, Aligali, Bazar Bizarre, etc. Dans cette catégorie, je vous en montre un qui s'appelle
Circus Picking, je vais vous le montrer. Hop, je change de caméra. Me voici, me voilà. Circus Picking, il y a tout un tas de cartes avec dessus des éléments de cirque qui sont présentés un peu en mode double. Là-dessus, je lance 3 dés. On a toutes les cartes qui sont mises un peu en bazar devant nous, mais on n'est pas obligé de fonctionner comme ça, hein. On peut aussi les dérouler de façon séquentielle. On lance 3 dés, il y a 2 dés verts et 1 dé rouge, et il faut trouver la carte qui comprend les 2 éléments verts et ça c'est intéressant, qui ne comprend pas l'élément rouge. Donc ça fait aussi travailler une autre notion qui est la notion de négatif en quelque sorte, n'est pas présent sur. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu, il fonctionne dans toutes les dimensions. Donnez-moi juste des cartes avec simplement cet élément-là ou avec les 2 éléments-là. Enfin voilà, le jeu est très adaptable et très modulable. Donc c'est vraiment un jeu de discrimination visuelle qui fonctionne très bien dans ce cadre-là. On peut aussi travailler une autre compétence qui est la spatialisation, avec des jeux comme Logic City ou Éduludo-spatiaux, avec des questions comme où est-ce que ça se place, hop, ben voilà. Où est-ce que ça se place? Dessus, dessous, devant, à côté. On peut travailler aussi, si c'est bien adapté, des jeux de chiffres et de lettres. On pense au Scrabble géant. On a rentré à l'automne un Scrabble jeu de cartes avec des grandes cartes de lettres. C'est beaucoup plus facile parfois que les petites pièces du Scrabble. On peut travailler sur un Momélé Junior. On peut faire un speedback sans le speed, évidemment, ou en sélectionnant un certain nombre de catégories. Là, je vous montre un jeu qui s'appelle Animaux. Hop. Là, je repasse sur la caméra du dessus. Voilà. Animaux, on a plein de lettres qui sont mises dans un grand sac en tissu. On reçoit des cartes. Le jeu, mais c'est anecdotique pour ce qui nous concerne, le jeu est en français et en anglais. On a des cartes en français et des cartes en anglais. Là, j'ai sorti une carte avec 2 types d'animaux. Il y a un mot plus ou moins plus compliqué qui est autruche et il y a un mot plus simple qui est chat. Les cartes sont dans, les lettres, pardon, sont dans le sac en plastique, le sac en tissu, pardon, le sac en tissu avec des ouvertures. Et chacun va aller chercher à l'aveugle, je veux dire, les lettres qui correspondent aux mots qu'il doit retrouver. Donc le chat, C-H-A-T. On va essayer de tripoter jusqu'à temps qu'on trouve les bonnes lettres. On en trouve quelques-unes, pas nécessairement toutes, que j'aligne devant moi, et les autres vont devoir deviner quel animal j'ai voulu leur faire deviner. Donc ça fonctionne très bien, et ça se prête aussi, bien évidemment, à de très nombreuses euh, euh, adaptations, quoi, hein. La règle de base, il y a un sablier, il est évident qu'on n'est pas obligé de le prendre en compte ou de s'en servir. Voilà pour les jeux de lettres. Euh, pour les handicaps moteurs, on peut travailler sur la motricité fine et la manipulation, bien sûr. Euh, avec l'exemple que je voulais vous montrer, c'était un jeu qui est un classique, qui s'appelle Docteur Eureka. Docteur Eureka, où on a théoriquement 3 petites euh, pipettes, 3 petites éprouvettes avec des billes dedans, et il faut à chaque fois réussir à réaliser le plus vite possible la bonne combinaison en passant les billes d'une éprouvette à une autre. Il est évident que là, on ne va pas fonctionner comme ça, sinon ça va être un peu le bazar, mais on peut juste essayer de reproduire le modèle qui est indiqué là. Sans rapidité et sans le passage d'une pipette à une autre, on peut avoir oui, c'est ça, d'une éprouvette à une autre, on peut juste avoir les boules à côté et réussir à reproduire le modèle et puis complexifier le jeu au fur et à mesure. Enfin, pour favoriser les interactions sociales, on a toute une catégorie de jeux coopératifs. Et ce qui fonctionne bien également, ce sont les jeux, on l'a vu tout à l'heure, les jeux d'interprétation d'images, comme le Dixit. Il y a aussi des jeux qui racontent des histoires en cédant de cartes, comme une catégorie, on en a 2 chez Didacto qui s'appelle des Storybox. Et là, j'ai sorti un autre jeu qui s'appelle, pardon, je me penche pour aller le chercher. Le voilà, qui s'appelle Invente Histoire. Invente Histoire avec plein de cartes qui servent de support pour raconter des histoires, que ce soit Papy et Mamie, Dans la grande maison,
le cuisinier, les fleurs. On a des choses qui sont un peu plus, voilà, un peu moins du quotidien, hein. Évidemment, l'île déserte, on a des pirates, on a la petite maison dans la campagne. Et on peut soit séquencer avec qui, quoi, quand, comment, etc. Ou alors laisser la libre interprétation à chacun de recréer une histoire. Donc ça fonctionne très bien également. Et le dernier jeu que je voulais vous montrer, c'était Totem, un grand classique que la plupart d'entre vous connaissent probablement aussi et qui provoque en général de nombreuses interactions et évidemment des interactions positives. Totem, il s'agit de créer un totem pour chacun, un totem au sens totem scout, castor agile. Euh, donc, on prend une personne dans l'assemblée pour essayer de lui trouver son totem et on lui dit, voilà, toi, je pense que tu ressembles à une baleine. Alors, c'est peut-être pas très sympa, mais en l'occurrence, tu ressembles à une baleine parce que tu restes calme même dans la tempête. Ou tu ressembles à un renard parce que tu gères de main de maître des situations compliquées, etc. Et ensuite, une fois qu'on a choisi l'animal, on choisit une qualité. Tu es la baleine juste parce que tu as un grand sens de la justice, ou tu es la baleine concentrée parce que j'admire ta capacité de concentration, etc. Et donc, on, on- on parle de quelqu'un, en général c'est très agréable, et pendant un temps de 5 ou 10 minutes, eh bien, tout simplement, on lui renvoie plein de qualités et plein de compliments. Et ça, non seulement ça crée de la discussion, mais en plus, c'est très apprécié. Ça crée aussi beaucoup d'émotions. Dernière chose, il est également important de prendre le temps de réaliser ensuite un feedback des participants et un feedback des encadrants pour recueillir les impressions des joueurs et ajuster les adaptations selon les difficultés rencontrées. Et puis évidemment, il faut ensuite tester d'autres jeux ou des variantes pour renouveler l'intérêt de la chose. Sarah, vous vouliez nous parler un petit peu rajouter des choses. Vous êtes en train de travailler sur un livre blanc, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Déjà, je pense que si ça intéresse, enfin, j'ai l'impression, en tout cas dans le chat, que ça intéresse certains d'entre vous, on pourra vous donner la liste de tous ces jeux dont on a parlé. Nous, chez Access Plus, on a une liste de jeux qui sont pas, enfin, qui sont adaptés par essence, qui sont accessibles aux personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs sans avoir besoin d'adaptation complémentaire. Il existe des jeux qui n'ont pas cette vocation-là, mais qui finalement fonctionnent très bien, comme ceci. Je suppose, Benoît, que vous en avez aussi. Je pense à Branle-Bad Wombat, notamment, qui Oui, qu'on fonctionne avait très bien. adapté, ouais. Voilà. Voilà. Et après, donc on est en train de travailler avec FM2J, qui est un organisme que vous connaissez peut-être, qui est basé à Lyon et qui fait de la formation aux personnes qui utilisent le jeu et le jouet dans leur pratique professionnelle. Et ils ont notamment une formation pour les personnes, enfin une formation à destination des personnes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Et donc ensemble, on travaille à un guide pour bien choisir ou adapter les jeux de société quand on veut faire jouer des publics avec des besoins spécifiques. Donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, j'ai un public à besoins spécifiques qui vient dans ma ludothèque, dans mon bar à jeux, ou que je dois accueillir à l'école ou dans ma pratique professionnelle, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que je peux lui proposer comme jeu de société? Parce qu'il y a les jeux qui existent, qui sont adaptés en soi, mais parfois, on n'a pas le jeu spécifiquement adapté aux besoins dans sa ludothèque. Donc l'idée, c'est d'analyser, comme vous l'avez dit, Étienne, ça va se recouper, analyser les compétences ou les difficultés de ce public spécifique. Par exemple, si c'est un public qui ne sait pas lire, il faut éliminer tous les jeux où il y a besoin de lecture. Si c'est un public qui a du mal à se concentrer, il faut, TDAH par exemple, il faut rester sur des jeux qui durent 10 à 15 minutes, pas aller bien au-delà de ça. Voilà, donc le guide va lister toutes ces questions qu'il faut que vous vous posiez en amont et puis vous donner en regard soit des jeux directement adaptés qui fonctionnent, soit des pistes pour adapter les jeux voilà, en enlevant le sablier, en diminuant la difficulté d'une quelconque façon, en faisant des photocopies agrandies de tel ou tel élément qui finalement n'est que l'élément bloquant pour ces... Voilà. Donc l'idée, c'est de vous donner comme ça des clés et puis aussi, évidemment, une structure de réflexion pour qu'ensuite vous puissiez analyser vos jeux et faire finalement vos propres adaptations. Alors, il sort quand ce guide et il sera disponible comment? Le guide sera disponible en PDF gratuitement pour tout le monde sur le site FM2J et sur le site Access Plus dès qu'il sera prêt, début juillet. Voilà. Pour relayer l'information. Oh.
Tout à fait. Pour Euh, compléter, chez nous, pour les adhérents à l'association, on propose aussi nos fiches d'adaptation de nos jeux. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que à la bibliothèque, on avait 500 jeux adaptés aux déficients visuels. Tous ces jeux, nous, on met des fiches en place pour expliquer comment on les a adaptés, avec quel matériel, quelle chose comme ça. Et donc, nous, ces fiches-là, on les met à disposition de tous nos adhérents à l'association. Et après, si les gens peuvent nous envoyer un mail, et des fois, on envoie gentiment la fiche d'adaptation du jeu correspondant s'ils ont déjà des jeux qui veulent l'adapter pour le rendre accessible aux déficients visuels. Et on vend les planches de stickers que l'on met sur nos jeux directement aussi sur notre site. Génial. Merci de Voilà. cette précision, c'est super. Et il y a aussi autre chose, on travaille avec le site myludo.fr sur lequel on a référencé alors c'est beaucoup plus simple hein, que le guide de Sarah, mais on a référencé deux catalogues, un jeu où on a tous nos jeux qu'on a adaptés et une autre catégorie de jeux que nous, on pense accessibles aux déficients visuels sans adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qu'on peut prendre dans le commerce et on pense qu'ils sont jouables sans adaptation. Et il y a que ces deux filtres-là existent sur MyLido. On vous enverra toutes ces ressources, évidemment, à la fin du Voilà. webinaire. Oui, on redira tout ça dans le catalogue qu'on enverra Ouais. à tous les inscrits au webinaire, bien sûr, hein, tous les liens qui vont bien. Merci beaucoup à tous. Sabine, est-ce qu'on peut, les 26, c'est incroyable, on respecte le Oh timing. là Est-ce là, qu'on peut, C'est on beau. vient de plus en... est-ce qu'il y a des C'est trop. questions auxquelles on peut peut-être, ou Benoît et Sarah, répondre? Sarah, j'ai vu que tu avais lu un peu les questions. Est-ce que tu y en a que tu veux prendre ou je les lis et... Au plus simple pour toi. J'étais remontée dans le temps. Arrive-t-il que des besoins se contredisent? Quel choix faites-vous? Alors, par exemple, il faut que ça soit simple, mais ne pas ennuyer les joueurs TDAH. Oui, ça, c'est toujours tout l'objet de nos tests. Où des fois, je reçois de la part d'un EHPAD test, OK, tout va bien, et de la part d'une école IME ou d'un dispositif GIS qui me dit ça va pas parce que ceci, cela. Donc effectivement, il faut arriver c'est pas forcément facile, c'est un travail d'équilibriste. Après, on se rend compte que finalement, on dit simple. J'utilise aussi beaucoup ce mot-là, mais c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que personne s'amuse sur un jeu où on s'ennuie. Être capable de réguler de proposer plusieurs niveaux de difficulté, ça a pour volonté en fait d'avoir des niveaux le niveau le plus facile sera peut-être pas nécessaire pour certaines personnes qui ont soit un type de besoin différent, soit leur pathologie n'est pas forcément au même stade d'avancement. Donc nous, on propose des niveaux de difficulté qui vont de facile à difficile avec parfois un niveau moyen. Et parfois, le niveau facile n'est pas pertinent pour votre public spécifiquement que vous aurez en face de vous. Donc, vous pouvez parfaitement le laisser de côté. C'est tout l'idée. Donc, on module comme ça avec les différents niveaux de difficulté qu'on propose. Merci. On me demande si vous allez être présent à Cannes pour le prochain festival du jeu. Oui, bien sûr. Nous, on a un stand à Cannes depuis la création de l'association. On est tous les ans à Cannes. Bon, bah, très, très bien, ça répond. On aura un beau stand avec tous nos jeux édités. Et puis, on prendra les nouveautés de Cannes qu'on adaptera au fur et à mesure du festival. Donc, qui seront adaptées, les dernières nouveautés qui seront directement adaptées sur place. Top. Alors, nous, on y sera Euh, aussi, mais pour aller tester toutes les nouveautés à venir de l'année. Sarah, est-ce que tu as vu le sujet sur les jeux coopératifs? Oui, alors, effectivement, la place de joueur en tant que joueur individuel, c'est extrêmement important. Et je pense que pour tout le monde, quand on fait l'adaptation, mais finalement, pour le jeu ou pour n'importe quoi d'autre, l'objectif, c'est que les personnes qui ont des besoins spécifiques, elles vivent comme les autres et qu'elles n'aient pas besoin de se sentir assistées en permanence. Effectivement, c'est plus simple dans le mode coopératif. Et en même temps, pas tant que ça, parce qu'on s'y rend donc, Dixit existe en mode coopératif, c'est le seul pour l'instant, Dixit Universe Access Plus. Mais on s'est rendu compte que, en fonction des personnalités, mais alors, c'est vrai chez les personnes à besoins spécifiques, et c'est vrai chez tout le monde, hein, moi aussi avec mes amis, c'est pareil. Quand il y a une personne qui a une personnalité plus forte que les autres, elle peut avoir tendance à prendre toute la place. Donc, c'est très important de faire en sorte dans la construction du jeu qu'on n'ait pas cet effet leader qu'on appelle, où il y a une personne qui finit par décider pour tout le monde. Donc, finalement, le mode compétitif assure à chacun d'avoir sa place parce que chacun joue pour soi. Mais en même temps, le coopératif permet parfois de débloquer certaines situations et notamment dans Dixit Universe Access Plus, c'était très important. Donc voilà, donc là, c'est plus sur l'animateur qu'on compte pour
pour donner à chacun sa place. Il faut savoir aussi que le mode coopératif peut parfois générer des blocages sur certains aspects du trouble du spectre autistique, où c'est très compliqué d'interagir au milieu des autres. Donc voilà, en prenant ça aussi en compte, on ne fera pas, je pense, de jeu vraiment full coopératif parce que ça exclurait une partie des personnes et de leurs besoins. Merci. On nous demande s'il existe des puzzles adaptés. Il y a quoi? J'ai pas de. Ça dépend de plein de choses en fait. Il y a des Ouais, j'ai puzzles pas plus plus simples, de. il y a Voilà. des images plus simples. Adapté aux déficients visuels, c'est très compliqué. Voilà. Enfin, aux personnes non-voyantes, c'est très compliqué. Mais après, voilà. Il y a eu des puzzles tactiles et des essais qui ont été faits en puzzle tactile, mais c'était pas très très pertinent. Enfin, dès qu'on veut attaquer sur des publics adultes déficients visuels, ça marchait pas très bien, quoi. Il y a eu 2-3 mentions de ColorAd aussi, donc juste pour expliquer rapidement. On peut aborder le sujet longtemps là. De ColorAd Vas-y. Ouais, Colorado. euh, Colorado c'est... et le label Colorblind, c'est pas la même chose du coup. Oui, en plus, oui. Mais voilà, il y a de plus en plus de choses qui sont créées autour du daltonisme, voilà, donc notamment de proposer de la symbolique ou des pictos pour remplacer le besoin de distinguer les couleurs quand on ne peut pas forcément. Donc, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, voilà, qui existent, qui sont du coup encore un autre type de besoin et un autre type de problématique. Nous, on est missionné par l'Union des éditeurs de jeux pour labelliser les jeux Colorblind. Donc, pour labelliser que les jeux soient bien jouables par des personnes daltoniennes, souffrant de daltonisme. Et donc, ça, on travaille avec l'Union des éditeurs des jeux pour proposer un label. Le Colorad, c'est un outil. C'est pareil, pas une solution impeccable parce que bah, ça propose des symboles, mais si on se loupe sur les contrastes des symboles que l'on met, ben, le jeu est quand même pas accessible aux daltoniens. Donc Colorad, c'est très très bien, ça marche très bien, mais c'est pas en mettant j'ai mis du Colorad, je suis obligatoirement accessible aux daltoniens. Il y a des choses à prendre en considération en plus à côté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un label qui existe auprès de l'Union des éditeurs de jeux, et c'est les éditeurs qui proposent leurs jeux à l'Union des éditeurs de jeux et qui labellisent, on est partenaire avec eux pour labelliser les jeux, voilà, pour les daltoniens. Sabine? Excusez-moi, ouais, j'essaye de tout lire pour vous résumer et aller dans l'essentiel. Alors, non, Didacto n'aura pas de stand à Cannes cette année et voilà. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a On plus de sera juste, stand de vente à Cannes parce que c'était plus une opération rentable. voilà. On demande de rappeler le nom de l'association, Benoît. Accessi Jeux. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Le Cannes, c'est du 20. 26 au 29. Enfin, nous, on y est du 26 au 29. Du 26 au 2, je crois. Au 2, Ouais. ah pardon. Dimanche, c'est le 2, je crois. La fin de ce mois, en tout cas. Ouais. Mm. Quel jeu ou solution avez-vous pour jouer avec des personnes hyperactives? Ah, euh, alors, c'est une excellente question. Hyperactif, ça cache énormément de choses. Ce que je disais, c'est de rester sur des jeux qui ont une durée de concentration entre 10 et 15 minutes, voire adaptés en fonction de vos publics spécifiquement, comment ils se sentent. Il faut éviter, enfin, il faut éviter, c'est pas il faut éviter, pardon. Il est conseillé de tester avec, généralement c'est des enfants, si la rapidité leur convient ou pas, parce qu'il y a des enfants hyperactifs qui vont réussir du coup à canaliser autour du jeu de rapidité, et il y en a d'autres au contraire que ça va complètement mettre en surcharge et éparpiller. Après, ce que j'aime bien faire moi en salon avec les personnes qui ont un TDAH, c'est de proposer. C'est pas vraiment. Alors, on reste sur des jeux de société avec un temps de concentration court pour enchaîner les parties ou pour faire plusieurs jeux à la suite parce que ça permet effectivement de mettre des respirations au milieu. Mais c'est surtout de faire des adaptations de leur environnement. Donc, je mets des élastiques de sport là sur les chaises pour qu'ils puissent voilà, bouger les pieds comme ça. Il y a des tas de choses qui existent, des, des cylindres à faire rouler aux pieds, etc. L'idée, c'est comme à l'école, en fait, d'arriver à canaliser et de rester sur des jeux avec des petits moments de temps de concentration.
Ok, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter sur ces dernières questions. Je pense qu'on a J'ai fait, vu une oui. question tout à l'heure rapidement passer sur les règles en langue des signes chez Access Donc, au dos de nos boîtes de nos jeux édités, il y a des QR codes sur lesquels il y a des vidéos en langue des signes de toutes nos règles de jeu. Oui, bah, comme on l'avait dit dans le Ouais, webinaire, mais je je ne l'ai l'ai pas rappelé. Je l'ai reprécisé, mais rappelé. oui, tu as raison. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme il y en a un qui avait posé la question, un autre qui a répondu en dessous, et comme tu l'avais évoqué, je n'en ai pas reparlé, Ouais. mais oui, parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'espère que Parce que vous oui, avez été. pour les personnes malentendantes, c'est la plus grosse difficulté, c'est la règle. Hein. Oui. C'est de comprendre la règle de jeu. Bah, écoutez, merci à tous. Merci à Sarah et Benoît. Merci Sabine d'avoir animé ce webinaire. Et merci à tous d'avoir été très nombreux à y participer. On a été ravis de voir le succès de ce sujet qui concerne quand même beaucoup de monde. Donc à nouveau, dans les jours, ou peut-être, allez, d'ici une quinzaine de jours, euh, eh bien, vous recevrez ce petit catalogue avec l'ensemble des jeux dont on a parlé et l'ensemble des liens qui ont été évoqués pour vous permettre de rebondir là-dessus. Donc, bah, merci beaucoup à tous et puis bonne fin d'après-midi. Merci Merci, à au vous. revoir. Au Au revoir. revoir.